Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le HCR appelle à la solidarité internationale pour éviter le pire causé par l'épidémie de la variole du singe au sein des camps de réfugiés en République démocratique du Congo. Entre autres urgences signalées figurent le développement des services de santé ainsi que la disponibilité des outils de propreté. 28 août 2024, 24 ans jour pour jour que les accords d'Arusha ont été signés. Quel bilan aujourd'hui et qu'est-ce qui devrait être fait pour sauvegarder ces accords qui sont le pilier même de la vie du pays? Dans ce journal, vous aurez l'analyse des politiques burundais. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire que vivent les habitants de la province de Rutana, contraints de contribuer pour les prochaines élections. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. La libération du militant du parti CNDD-FDD et agent du service national des renseignements burundais, Gérard Ndaïsenga, prouve que le président Ndayishimiye est un charlatan. Réaction de Bob Rugulika, directeur de la RPA et journaliste d'investigation. Selon lui, le fait que le numéro 1 burundais avait confirmé que cet agent des renseignements avait été emprisonné pour avoir assassiné l'opposant Augustin Matata, membre du parti CNL, est une preuve que cet agent n'a fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs. Suivez Bob Rugulika. La libération sans procès du présumé criminel Gérard Ndaïsenga, agent du SNR, qui était l'auteur de l'assassinat du membre du CNL Augustin Matata, vient encore une fois de prouver à l'opinion burundaise que le président Evariste Ndayishimiye est un menteur. C'est quelqu'un qui ne parvient plus à distinguer le mensonge de la vérité. Vous vous rappelez que dans la fraîcheur de l'assassinat du membre du CNL, Augustin Matata, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, avait vraiment déclaré des poursuites judiciaires contre le présumé auteur, donc l'agent du SNR, Gérard Ndaïsenga. Et là, je rappelle que, à côté de l'assassinat d'autres 5 membres du CNL en province de Mwaro, Gérard Ndaïsenga, l'agent du SNR, serait le principal suspect, le principal auteur de l'incendie criminel qui a ravagé la vie de plus de 360 prisonniers dans la prison de Gitega. Cet incendie a eu lieu en 2021. Alors, aujourd'hui, nous savons que Gérard Ndaïsenga n'a jamais été emprisonné à la prison centrale de Bimba. Ça a été un prétexte. Sinon, il a passé le gros de son temps dans différents hôpitaux, notamment dans l'hôpital privé de l'ancien général Adolphe Nshimiyimana, qui est situé à Kamenge. Nous savons qu'il était là. Il vivait comme chez soi. Il était à l'aise. Il n'était pas vraiment comme un prisonnier. Alors, quelques temps après, le fait que Gérard Ndaïsenga se retrouve libre, sans procès, après tous ces crimes graves qui pèsent sur lui, notamment l'assassinat de plus de 6 membres du CNL, l'incendie criminel qui a ravagé la vie de plus de 360 personnes, aujourd'hui, il apparaît clairement que finalement, le pouvoir est derrière tous ces crimes. C'est le pouvoir qui était l'instigateur principal de ces crimes. Et cela prouve que le président Evariste Ndayishimiye est encore une fois impliqué clairement dans tous ces crimes. C'est ça la signification qu'on peut donner à cette libération sans procès d'un tel présumé criminel. Donc vous comprenez que aujourd'hui il est très difficile de croire en les propos du chef de l'État, Evariste Ndayishimiye. Et par ailleurs, il s'est vraiment déjà avéré que tout ce qu'il dit, c'est le contraire de tout ce qu'il pense. Bob Rugulika, il est le directeur de la RPA. Je vous le disais en titre, aujourd'hui l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi totalise 24 ans d'existence. Cet accord soutenu par la communauté internationale avait permis le retour au calme après une dizaine d'années de guerre civile. Émile
Nibasumba. L'accord signé à Arusha le 28 août 2000 a permis d'arrêter la guerre qui avait pris de l'ampleur, surtout après l'assassinat du président Melchior Ndadaye environ 3 mois après son investiture en 1993. Pierre Buyoya de l'UPRONA, qui avait renversé le pouvoir plus d'une fois, les représentants du Frodebo, qui avait gagné les élections de 1993, les représentants d'autres partis politiques, ainsi que les représentants des mouvements armés, étaient parmi les participants aux négociations qui avaient abouti à cet accord. Le CNDD-FDD et le Palipehutu-FNL d'Agathon Gwassa ont ensuite signé chacun de son côté des accords de cessez-le-feu qui ont été intégrés dans l'accord d'Arusha et la cessation des hostilités avait été définitive à l'époque. Parmi les garants de cet accord qui a permis aux Hutus et Tutsis de partager le pouvoir, figurait Nelson Mandela, le médiateur, le chef d'État Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Daniel Arap Moi du Kenya, Benjamin William Mkapa de la Tanzanie, Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, et Salim Ahmed Salim, le secrétaire général de l'OUA, l'Union africaine actuelle, d'autres garants de l'accord d'Arusha, comme l'Union européenne et la fondation Mwalimu Nyerere, fondée par le médiateur Julius Nyerere, décédé environ une année avant la signature de l'accord, étaient également représentés dans les négociations. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi de 2000 a permis la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par l'UPRONA et le Frodebo avant l'organisation des élections de 2005. Merci à toi, Émile Nibasumba. Le fait donc que cet accord d'Arusha a été inclus dans la constitution du Burundi signifie qu'il a un rôle primordial pour les Burundais. Propos du porte-parole du parti Sahwanya Frodebo, Sylvestre Likolindagara fait savoir que bien même si certains articles de cet accord ont été retirés de l'actuelle constitution, l'étude du Sénat a démontré que la question des quotas ethniques dans les postes politiques et sécuritaires doit être appliquée. Suivez. Certaines personnes se posent la question de savoir si l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation vaut encore quelque chose dans le système de gouvernance pour nous. Nous, parti Sahwanya Frodebo, nous considérons cet accord comme un pilier fondamental pour la paix et la réconciliation. En déplaise à ceux qui, aujourd'hui au pouvoir, tentent de violer et de passer à côté. Au futur peut être un obstacle majeur pour leurs revendications. En principe, cet accord a permis au retour de la paix, à la cessation des hostilités, à la guerre civile, pas dans l'immédiat, mais après l'accord de cesser le feu signé en Afrique du Sud entre le CNDD-FDD et l'État du Burundi, et après aussi la signature de cessez-le-feu entre ceux qui étaient Palipehutu à l'époque, tous ces deux anciens mouvements rebelles avaient souscrit en même temps à la Constitution et à l'accord d'Arusha. Donc, malgré que certaines dispositions de cet accord sont violées, nous considérons au parti Sahwanya Frodebo que c'est un outil toujours fondamental pour résoudre les problèmes de crises répétitives qui ont toujours existé au Burundi. Vous demandez aussi, vous posez aussi la question de savoir si vraiment avec cette résurgence des hostilités, malgré l'existence de l'accord d'Arusha, s'il y est encore permis aux Burundais et aux Burundais d'avoir un espoir, d'espérer qu'un jour cet accord pourra jouer son. Nous y croyons au parti Sahwanya Frodebo. En politique, c'est de la persévérance. Et nous leur opposerons toujours, à un moment donné, les dispositions qui se trouvent dans cet accord et qui se trouvent dans la Constitution. Donc, j'exhorte les Burundais à garder patience et surtout à ne pas perdre confiance. Un jour ou l'autre, il y a des gens, même parmi ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui croient en cet accord, au contenu de cet accord, mais qui n'osent pas le dire. Parce que nous croyons que la grande majorité des Burundais ne veut plus de résurgence des conflits tels qu'on les a vécus. Je voudrais rappeler aux Burundais qu'il y a environ une année ou une année et demie, la question de savoir si
l'accord d'Arusha ou le conseil d'Arusha devait être révisé, notamment en ce qui concerne les quotas ethniques, du genre à appliquer dans l'attribution des postes politiques ou même dans le poste de sécurité. Mais je me souviens qu'à l'époque, le Sénat lui-même a réalisé que ce n'était pas encore le temps, que ce n'est pas encore le temps. Quant à la coalition CFOR Arusha, elle estime que le parti CNDD-FDD n'attendait que son accession au pouvoir pour en profiter et piétiner mais aussi désorienter l'accord d'Arusha, et ce malgré que cet accord avait instauré la paix et la sécurité au Burundi. Dans une déclaration sortie ce mercredi, cette coalition indique qu'une fois au pouvoir, le régime CNDD-FDD a commis des atrocités de tout genre et personne ne pouvait se permettre de dénoncer les actes de ce parti. Suivez Frédéric Bamboulion-Villa, il est le président de cette coalition. C'était le 20 août 2000 que les politiques burundais se sont rencontrés à Arusha depuis 1998 jusqu'à 2000 pour négocier la capacité de s'entendre et d'arrêter la guerre qui menaçait le Burundi depuis 1993. À cette époque-là, les Burundais avaient soif de la paix et la signature de l'accord rimait avec justement le retour de la paix. Sous l'égide de Nelson Mandela, cet accord a été signé, mais ça a été signé par des politiciens. Les animateurs ou les acteurs de la guerre n'ont pas voulu s'associer à cette phase de rechercher la paix parce qu'ils continuaient à utiliser les armes. Mais voilà que avec la mise en application de cet accord, à partir de 2001, cet accord a été mis en application à travers un gouvernement de transition qui avait la mission de terminer la guerre. Ce gouvernement de transition a négocié avec le CNDD-FDD et ont signé des accords de cessez-le-feu. Mais plus tard, avec le CNDD-FDD, il a aussi signé les accords de cessez-le-feu avec le mouvement FNL Palipehutu ou Palipehutu-FNL. Mais voilà, donc avec tout cela, nous avons obtenu la paix. Alors, ils s'étaient entendus sur comment aborder les problèmes dès lors qu'ils s'entendaient sur l'origine des conflits ou la nature du conflit. Et que c'était un conflit d'ordre politique avec justement des manifestations d'ordre ethnique. Il fallait résoudre ce genre de problème en mettant en place des structures étatiques qui répondaient à ce souci. Malheureusement, nous étions tenus à organiser les élections en 2005, les élections qui ont été gagnées par le CNDD-FDD, qui avait malheureusement signé l'accord, mais qui ne voulait pas s'inscrire dans cette ligne tracée par les négociateurs d'Arusha. Il ne le déclarait pas. Il a essayé de ronger le système du dedans, quitte à ce qu'ils puissent se déclarer tels qu'ils étaient, et avec l'adoption ou la promulgation de la Constitution de 2018. C'est à partir de ce moment-là que le Burundi a commencé la descente aux enfers. Les faits, aujourd'hui, le démontrent. Nous avons la dépréciation de la monnaie, nous avons la raréfaction de robinet, la raréfaction de l'électricité, la raréfaction du sucre et l'absence complète du carburant. Et voilà ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain. Et avec l'absence du carburant, avec l'absence de la monnaie internationale, donc les devises, avec l'absence des moyens d'existence dans notre pays, ça signifie que nous continuons à descendre dans les abyssines à tel point que tout le monde justement s'inquiète. Ce sont des faits. Et ça résulte du fait qu'ils ont cherché à écarter l'accord d'Arusha et imposer leur propre voie. Selon toujours cet ancien vice-président, depuis la violation de l'accord d'Arusha, rien ne va au Burundi, que ce soit dans le domaine économique, politique, les droits de l'homme et bien d'autres secteurs. Frédéric Bamboulion-Villa parle du chaos total dans le pays. Ainsi, il invite les Burundais à réveiller leur conscience et à prendre leur destin en main. Encore une fois, Frédéric Bamboulion-Villa, président de la CFOR Arusha. Aujourd'hui, le Burundi enregistre beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup de réfugiés politiques et autres dans plusieurs pays, et visiblement le pouvoir ne veut pas que des solutions puissent se trouver et permettre aux Burundais de retourner chez eux et réorganiser l'État pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Alors la question que vous posez par après, c'est de dire, y a-t-il moyen d'autres solutions possibles? Moi je
dit suivre cette voie, il a été constaté que c'est mortel. Il faut imaginer d'autres voies. L'autre voie, c'est quoi? C'est la conscience du peuple burundais et que c'est lui le patron, c'est lui le chef de la maison, que c'est lui qui peut s'organiser et chasser ce pouvoir par les voies reconnues et permettre de mettre sur pied un autre pouvoir qui vient répondre à leurs aspirations. Si les Burundais n'optent pas pour ça, ils vont continuer à souffrir. Et comme le disait le président de la République, son premier ministre, le troisième préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme est clair, c'est que les pouvoirs doivent respecter les droits de l'homme pour ne pas forcer le citoyen à adopter des moyens d'extrême recours. Je crois que il est temps que ce pouvoir comprenne qu'il doit respecter les droits de l'homme. S'il continue à se comporter ainsi, ça veut dire qu'il n'y a aucun droit, pas de droit à la vie, pas de droit d'aspirer au bonheur. Non, ça veut dire que le Burundi est condamné. Maintenant, si le Burundi est condamné, il doit se retracer, se rouvrir une voie qui puisse l'aider à retrouver la joie, à retrouver la paix, à retrouver l'espoir. C'est ça, les solutions qui doivent être envisagées pour qu'on mette fin à cette spirale d'un pouvoir qui veut toujours produire des cadavres, qui veut toujours produire de la misère, qui veut toujours produire de la peur, qui veut toujours produire justement l'absence de toutes les denrées et qui puisse permettre au peuple burundais de vivre le bonheur. Les arrestations se poursuivent à l'encontre des agriculteurs des paysanats du secteur Kizina en commune Gihanga de la province de Bubanza. Ce matin, 3 autres personnes ont été arrêtées par des policiers qui les ont d'abord passées à tabac. Les agriculteurs de Kizina accusent un certain douanier d'être derrière ces persécutions qui ne visent qu'à spolier leurs terres. Elvis Nyomonge. Il est midi, nous sommes les crédits au secteur Kizina en commune Gihanga de la province de Bubanza. Sur le vacarme des enfants, des adultes, femmes et hommes qui étaient sur le qui-vive des policiers avaient envahi le quartier et procédé à l'arrestation des gens. C'était des ridiculitaires étaient en train de maçonner. Pour ce mercredi, des éléments de police étaient entrés en action. Ces éléments de police ont arrêté 3. On a arrêté un certain Minani, fils de feu Zachary, un certain Nahayo et Kanyange. Ils étaient en train de travailler dans la localité proche d'Omurera. Une des personnes arrêtées a même été tabassée. La situation qui règne dans le secteur Kizina fait peur à la population. L'on crée le pire. Il a même été tabassé, mais il est innocent dans tout cela. Veuillez alerter pour qu'il ne soit pas amené loin. Veuillez contacter le gouverneur pour qu'il intervienne. L'on fait des arrestations en cascade. Ceux qui se sont transformés en guides ou espions des policiers sont des jeunes du V5. C'est une situation dangereuse qui risque d'aller jusqu'aux confrontations entre les habitants de ces deux localités. Ce serait dommage. Nous sommes des collines voisines, mais aussi nous sommes de la même commune. Pour ces habitants du secteur Kizina, c'est Ernest Bazomora, dit douanier, qui est en train d'user de tous les moyens pour s'approprier les terres de Kizina. Celui qui pointait du doigt les personnes à arrêter est un certain Jonas, qui travaille pour douanier. Il habite le village 5. Il travaille comme un agent de service de renseignement. Pour le moment, ces personnes ont été déjà arrêtées suite à ce dossier. 4 ont été arrêtés par des militaires, mais une a été relâchée le lendemain. Les 3 autres sont donc celles qui ont été arrêtées par des éléments de Sommerik, des éléments de police Sommerik Crédit. Contacté par la rédaction de la RPA, Ernest Bazomora, dit douanier, a indiqué
que c'est lui le propriétaire de ces terres. Il précise que la justice s'est prononcée en sa faveur en 2019. Elvis Nyomungeri, en page gouvernance, les contributions exigées à la population pour les élections de 2025 et 2027 commencent à changer d'aspect. L'exemple illustratif est celui des habitants de certaines localités de la province de Rutana qui se sont vus barrer le passage par les miliciens Imbonerakure, juste pour ne pas s'être acquittés des dites contributions. Pourtant, le président de la République avait annoncé que tout le budget alloué aux élections avait été prévu à l'avance. Le point avec Dani Claire et la trompe. Dans l'avant-midi de ce mercredi, une source de la radio RPA en zone de Gitaba, commune et province de Rutana, indique qu'une barrière avait été érigée sur la bifurcation Rutana-Gitega, où tous les passagers à bord de véhicules, motos et même les bicyclettes devaient exhiber les récits de paiement des contributions pour les élections prochaines de 2025 et 2027. Ce sont certains Imbonerakure de la localité qui s'occupent de ces tâches, selon toujours notre source d'information. La situation était semblable ce mardi au centre de Bilongodi, situé à 1 kilomètre du chef-lieu de la province. Tôt le matin, notre source fait savoir que 3 Imbonerakure avaient déjà débuté le travail de collecte des cotisations chez les commerçants de la place, lesquelles cotisations sont qualifiées de vol par les citoyens. Vers la tombée de la soirée, une barrière a été installée pour éviter toute circulation. Hier, 3 Imbonerakure de la colline de Rutana, infirmes, enseignants, le prénommé Wilson, président au district sanitaire de Rutana, et Tawe, infirmiers, ont commencé à réunir des cotisations sur toutes les boutiques situées à Bilongozi et même chez ceux qui étalent des marchandises par terre. Chacun payait 1000 francs. Ensuite, de 15h30 à 17h, ils ont ajusté une barrière à Bilongozi pour empêcher toute circulation de motos sans toutefois payer les 1000 francs. L'on dit que c'est une contribution pour les élections, mais nous voyons que c'est du vol qualifié. Ils nous sucent alors que nous sommes dans une pauvreté extrême. Les percepteurs de ces contributions n'épargnent donc personne. Ce témoin de la zone Girofi, en commune de Bukemba, raconte comment ils ont été bloqués en cours de chemin par un chef d'Imbonerakure au retour de l'enterrement du leur. Imaginez-vous ceux qui arrêtent des gens qui rentrent de l'enterrement. Nous étions en provenance du cimetière de Girofi en commune de Bukemba. En dépassant le nouveau marché, il y a une barrière de laquelle se servaient les percepteurs des taxes communales. Aujourd'hui, j'y ai vu le responsable communal des Imbonerakure à Bukemba, le surnommé Commando, ancien combattant. C'est lui qui prenait le devant de la distribution de ces reçus portant des symboles de l'aigle. Est-ce qu'il prenait tous les Burundais de militants du parti CNDD-FDD? Nous réclamons que cela change. Ils perçoivent 2000 francs et plus, et les fonctionnaires contribuent à hauteur de 50 000 francs. Nous faisons face à une misère où nous devons combattre pour trouver au moins de quoi mettre sous la dent. C'est donc pire si l'on nous exige encore de l'argent. Ces citoyens demandent que ces contributions forcées cessent, surtout que le président de la République avait annoncé que tout le budget alloué aux élections a été prévu à l'avance. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Olivier Nibitanga, gouverneur de la province de Rutana, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci également à toi, Dani Claire. Il a trouvé. Et puis, hors de nos frontières, le HCR appelle à la solidarité internationale pour éviter le pire causé par l'épidémie de la variole du singe au sein des camps de réfugiés en République démocratique du Congo. Dans un communiqué sorti ce 27 août 2024, cette agence onusienne estime entre autres que cette solidarité internationale est nécessaire de toute urgence pour développer les services de santé et permettre aux réfugiés de faire la propreté une des mesures indispensables dans la prévention contre la dite épidémie. Éloge Divin, Rémiche. 42 le nombre de réfugiés suspectés d'avoir été contaminés par l'épidémie de la variole du singe Mpox au sein des camps de réfugiés situés dans la province du Sud Kivu en RDC, considérés comme faisant partie des régions les plus touchées par la dite épidémie. Ces camps abritent également des réfugiés d'origine burundaise, d'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.
À part ces cas suspectés, le HCR indique aussi qu'il existe des cas déjà confirmés. Ce constat pousse cette agence onusienne à considérer que sans une solidarité internationale urgente, l'épidémie de la variole du singe pourrait être dévastatrice au sein des camps des réfugiés. Le HCR trouve que la lutte contre la variole du singe est compliquée au sein de ces camps de réfugiés. Il explique que la surpopulation qui se remarque au niveau des camps de réfugiés ainsi que le sous-financement des activités de la santé pourrait être à l'origine d'une forte propagation de la variole du singe dans les camps de réfugiés. La surpopulation des camps de réfugiés dans un contexte d'insécurité qui prévaut dans les régions où sont érigés ces camps fait que la mise en place des mesures de prévention contre l'épidémie de la variole du singe rencontre des obstacles. Le HCR précise que, des suites de cette situation d'insécurité, le dépistage rapide de cas suspects devient difficile à opérer, causant ainsi des retards dans l'acheminement des échantillons vers un laboratoire. Cela renforce donc, selon le HCR, les difficultés de compter sur des résultats de tests pour pouvoir briser les chaînes de transmission. Et pour ce qui est du sous-financement remarquable des activités de la santé, le HCR trouve que la solidarité internationale est urgente, qui aiderait au renforcement des activités de la santé est nécessaire, car même la réponse humanitaire du HCR en RDC n'a jusqu'à présent reçu que peu de financement. 37% des 250 millions de dollars nécessaires en 2024 pour répondre aux besoins urgents, tel est le montant déjà obtenu par le HCR. Le responsable de la santé publique au HCR, Alain Maïna, insiste sur cette solidarité mondiale qui pour lui permettrait de développer les services de santé, les centres d'isolement, les abris humanitaires, ainsi que l'accès à l'eau et au savon, indispensables dans la lutte contre la propagation de la variole du singe. Qui plus est, la solidarité mondiale sollicitée par le HCR aiderait également dans la protection contre la variole du singe chez les déplacés internes de nationalité congolaise rassemblés dans des camps en raison de l'insécurité qui prévaut dans leur région d'origine. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Éloge Divin Rémicha que nous bouclons le journal en français de ce mercredi 28 août 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.